Monsieur Nekaz, bonsoir. Bonsoir et merci pour votre invitation pour célébrer ensemble ce 62e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine. Merci d'être avec nous ce soir en cette journée exceptionnelle, la journée de l'Afrique. Qu'est-ce que cela signifie pour vous personnellement et comment est-elle célébrée aujourd'hui en Algérie ? En tant qu'Algérien, je suis évidemment un grand panafricaniste. Le vœu de tous les Algériens depuis l'indépendance en juillet 62, c'est que l'ensemble du continent africain forme un seul pays, une seule fédération. Et en effet, le 25 mai 1963 à Addis Abeba, il y avait un vent d'espoir, un vent magique pour que enfin ce continent africain qui a tellement souffert à la fois de l'esclavage pendant 4 siècles, ensuite de la colonisation britannique, française, espagnole, portugaise, on s'est dit tous ensemble avec l'ensemble des peuples africains, aujourd'hui c'est 1,2 milliard d'Africains, qu'on va pouvoir ressembler aux 50 États américains, on va pouvoir ressembler aux 29 États de l'Union européenne. C'est vrai qu'il y avait un formidable espoir ce 25 mai 1963, mais 4 mois avant, on a eu déjà un premier couac avec le coup d'État au Togo. C'était le premier coup d'État sur le continent africain. C'était le 13 janvier 1963. Un brillant intellectuel, un brillant homme politique a été fauché par ce premier coup d'État militaire donc à Lomé. Ça s'annonçait mal. Et quand on voit qu'avec cet espoir de 63, on se rend compte qu'aujourd'hui, le Togo, pour citer cet exemple, est toujours sous une dictature. Le chemin est long. Le chemin est long. On pensait que l'organisation de l'unité africaine, c'était la démocratie, le développement, la dignité retrouvée. Beaucoup de choses ont été faites, en effet. Aujourd'hui, en dehors du Sahara occidental, tous les pays sont libres et indépendant, mais on voit qu'on a des allers-retours inquiétants. Et même si, à partir de 2002, l'Organisation de l'Unité africaine est devenue l'Union africaine, on a l'impression que ces 55 pays africains ont manqué le train du développement et le train de la démocratie, quand bien même, et on le voit depuis, on va dire, une vingtaine d'années, il y a une volonté des sociétés civiles de prendre en main leur destin, mais ce n'est pas facile. On a toujours des coups d'État en Afrique, on a toujours des États autoritaires, et en dehors de l'exemple magnifique du Sénégal, qui n'a jamais connu de coup d'État, jamais connu de régime totalitaire, il y a beaucoup de problèmes en Afrique, mais c'est à nous, en tant que société civile, en tant qu'homme politique, en tant que militant, en tant qu'intellectuel et écrivain, de faire en sorte que cet espoir de 1963 puisse devenir une réalité concrète pour l'ensemble des populations de ce continent. Et quelle est selon vous la raison pour laquelle ce processus n'est pas encore achevé? Parce que l'idée fondamentale de cette célébration est la lutte du continent africain dans son ensemble pour l'indépendance. Mais comme vous venez de le dire, si on prenait chacun des pays de l'Afrique en aparté, ce n'est pas toujours le cas. Alors, comment qualifiez-vous cette situation et qu'est-ce qu'il faudra encore faire aujourd'hui dans ce sens? Est-ce que les organisations panafricaines peuvent aider dans le développement des économies, des démocraties sur le continent africain? Et pourquoi, par exemple, on voit un autre phénomène, comme certains pays qui sortent des organisations, comme la CEDEAO, par exemple, qui était le fondement de ces processus? Les Africains ont un problème de manque de gouvernance. Vous savez, quand on a vécu pendant 400 ans sous le régime de l'esclavage, ensuite pendant 100 à 150 ans sous le régime de la colonisation, les Africains ne savent plus comment gérer leur propre territoire, ne savent plus comment gérer leur propre population, parce que pendant 5 siècles, ils n'ont pas été amenés à faire ce travail-là de gouvernance au sein du continent africain. Il y a eu bien sûr des tentatives de regroupements régionaux. Là, vous avez cité l'exemple de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, mais il y a aussi la même chose en Afrique du Nord avec l'Union du Grand Maghreb qui est un formidable échec. Et la CEDEAO, c'était le dernier exemple de structure confédérative
qui pouvaient nous laisser penser que les choses allaient s'améliorer. J'ai eu l'occasion de faire un voyage avec mon fils Iskander en septembre 2023 dans 8 pays d'Afrique de l'Ouest. Et c'est vrai qu'on peut circuler sans visa, c'est la même monnaie. Bien sûr qu'on a décrié le franc CFA, mais je vous rappelle qu'entre le Maroc et l'Algérie, il n'y a pas d'avion, les frontières sont fermées, avec la Libye, il y a la guerre civile. Bref, la CEDEAO, malgré tous ses défauts, était tout de même un ensemble sous-régional qui aurait pu nous permettre, sur la base de ce laboratoire-là, de construire plus largement une fédération, une confédération africaine. Donc il y a aussi l'influence des multinationales étrangères. Quand vous avez des multinationales comme Total qui fait pression sur le gouvernement algérien pour reconduire un contrat de gaz et un contrat de pétrole pendant 25 ans sans rien en investissement en échange, vous pouvez imaginer que les choses ne peuvent pas s'améliorer. Quand on voit ce qui se passe en République démocratique du Congo, vous avez l'est du pays qui est sous la férule des armées rwandaises et ougandaises, en déniant toute autorité au gouvernement de Kinshasa, on a aussi des questions à se poser. Quand vous voyez ce qui se passe dans d'autres pays, notamment au Sahara occidental, qui, en dépit de 50 ans de bataille diplomatique, politique pour trouver son indépendance, il n'y arrive pas, le Sahara occidental n'y arrive pas. C'est le dernier territoire non autonome du continent africain. Ça ne va pas. Donc ça ne va pas au niveau politique, ça ne va pas au niveau démocratique, ça ne va pas au niveau de la souveraineté, ça ne va pas aussi au niveau des libertés. Il y a trop de régimes autoritaires en Afrique. Et ça ne va pas aussi au niveau de la fracture énergétique, la fracture numérique. Vous avez des pays extrêmement riches sur le plan énergétique, comme l'Algérie, la Libye, l'Angola, l'Afrique du Sud, et d'autres pays extrêmement pauvres, comme le Mali, le Niger, la Centrafrique ou le Burkina Faso. S'il n'y a pas, à mon sens, un fonds souverain panafricain qui gère l'ensemble des richesses du sous-sol africain afin de mettre en place toutes les infrastructures sur le plan éducatif, santé, sur le plan des transports, sur le plan de l'environnement, sur le plan de la justice. On ne va pas y arriver. Ouais. Tant que chacun de ces États-là contrôlera l'ensemble des ressources du sous-sol, l'Afrique ne pourra jamais se développer. D'où la nécessité d'avoir à terme un gouvernement fédéral ou confédéral qui va gérer l'ensemble des ressources du sous-sol. Car tant que ces ressources du sous-sol sont gérées par des régimes autoritaires ou militaires, évidemment que le rêve panafricain ne verra jamais le jour. Voilà une idée de développement pour pallier à tous ces problèmes proposés par l'homme d'affaires et un activiste politique algérien ce soir, Rachid Nekaz. Merci beaucoup, Rachid Nekaz, pour tous ces développements, pour votre analyse. Merci encore. Merci.